Salut et bienvenue dans la tribu Extraterrien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, sache que Extraterrien, c'est avant tout un format podcast que tu peux retrouver sur les différentes applications audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je te mets les logos un peu partout, mais sache qu'on est vraiment disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça peut te permettre d'écouter tout simplement les épisodes pendant que tu cours, que tu fais ta rando, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu es dans les transports ou que sais-je, que tu es en train de faire le ménage ou de faire ton jardinage. En tout cas, voilà, c'est vraiment un format pratique, donc n'hésite pas à écouter aussi sur les plateformes de podcast. En revanche, si c'est pas la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, tu peux faire 3 choses. La toute première, c'est tout simplement de t'abonner et de mettre la petite cloche, tu sais où est-ce qu'elle se trouve là en dessous. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi en parler autour de toi, parce que tu sais très bien que le sport, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est t'abonner sur notre compte Instagram, extraterrien.podcast. On y partage un peu les coulisses, les photos avec les invités, bref, des petites exclus aussi qui sont sympas, des petits cadeaux. Tu y trouveras plein de choses sympas et on y donne aussi des conseils pour que toi aussi, tu deviennes un extraterrien ou une extraterrienne. Bon, en tout cas, je t'embête pas plus et je te laisse avec l'invité du jour. Ciao! Nous voici au Théâtre Mogador avec Erwan Leroux. Salut Erwan, comment vas-tu ? Salut, écoute, ça va, super bien, à Paris, pour l'occasion de la présentation de la Route du Rhum. Donc écoute, pas mal, une belle journée qui vient de se dérouler. On sent le stress et les émotions qui commencent à monter, ça commence à devenir sérieux, à se concrétiser ? Ouais, non, pas de stress, mais voilà, on sent que l'événement démarre. En fait, c'est vraiment le démarrage, là, cette journée à Paris. C'est le démarrage, l'événement est lancé et c'est le démarrage de la Route du Rhum. Ouais, le début de l'effervescence et de, on va dire, le sprint final avant le départ, quoi. Ouais, après on sera vraiment, le stress montera sûrement d'un cran, c'est quand on sera 15 jours avant le départ et quand on sera prêt à rentrer dans le bassin à Saint-Malo, là oui effectivement, là ça va monter d'un cran. Ok, bon, de toute façon j'ai quelques questions effectivement sur les quelques jours qui précèdent une course et sur la journée de départ. Je vais être assez curieux là-dessus vu que la course approche et qu'on publiera cet épisode juste après le départ je pense. D'accord. Donc tu vois, ça pourrait être sympa de faire des petites passerelles, mais comme tu le sais il y a une tradition sur ce podcast, après plus de 170 interviews, on pose toujours la même question qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors mon premier souvenir de sport, c'est gamin avec mes copains à jouer au foot. Ça c'est mon premier souvenir de sport et mon premier souvenir de voile de sport, c'est les balades le long des quais du mall Loïc Caradec à la Trinité-sur-Mer, avec cette vision de tous ces trimarans géants qui étaient proches à partir sur justement la Route du Rhum. Il y avait Bourgnon, Fujicolor, enfin Loïc Perron. Et donc ça aussi c'est vraiment la première image. C'est moi petit sur le mall Caradec à la Trinité-sur-Mer à regarder les bateaux qui étaient amarrés. À l'époque c'était des mouillages dans le port de la Trinité. Ok, j'ai cru que tu avais commencé la voile assez tard finalement comparé à certains autres skippers que j'ai pu recevoir. Tu vois, je pense notamment à Alan Roura qui a vécu toute sa vie sur un bateau et qui ne connaît rien d'autre presque. Tu faisais de sport toi dans ton enfance avant de commencer ? J'ai fait un peu de judo, j'ai fait et surtout j'allais dire du que t'avais sport le physique d'un judoka. Ouais, mais non, je fais un petit peu, j'ai pas grand chose, mais non, surtout du foot en fait. Okay. J'étais gardien de but au foot. Bon, j'ai quand même été jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai quand même fait un peu de foot, mais pas à très haut niveau, quoi. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui te retient de monter sur un bateau et d'aller naviguer plus tôt, plus jeune ? En fait, la mer est un rêve, est quelque chose qui m'attire. Je vais pas dessus parce que j'ai pas de familialement, j'ai pas personne à un bateau. Alors j'ai mon parrain qui m'emmène à partir du moment où j'ai 14 ou 16 ans, 14-15 ans. Ouais. Là, c'est mon parrain qui m'emmène faire un convoyage de la Trinité-Brest.
Ok. C'est pas rien. Non, déjà. c'est pas rien déjà. Tu vois, c'est la baie d'Audierne avec les dauphins de nuit. Malade, bière vido, dans la cabine à l'avant, un peu barbouillé. Donc tu vois, c'est mes premiers vraiment souvenirs d'enfance où j'ai vraiment été. Voilà, mon parrain était sous-marinier. Ok. Voilà. Ouais. Donc c'est une belle influence. ouais. Donc voilà, c'est lui qui m'a mis un peu sur la mer au tout premier. Et puis mon oncle a suivi aussi après, à Saint-Malo d'ailleurs, puisque ma deuxième expérience bateau, je devais avoir aussi pareil 15-16 ans. Et c'était avec mon oncle et c'était après le barrage de la Rance. Avec pareil une balade à Chauzet dans des conditions juste dantesques. Voilà, mais bon, je connais un peu le coin, donc j'ose imaginer ce que ça doit être sur l'eau. Voilà, ça c'est vraiment mon démarrage et en fait la mer m'a toujours attiré. C'est un rêve. Et qu'à un moment donné, en fait, tu te dis, alors dans ma dernière année de bac, au lycée Jean Guéhenno, un bac professionnel à Vannes, notre prof de mécanique nous dit allez, on va participer à une régate, ça s'appelle une école à bateau. Ok, super. Okay. Alors, du coup, il faut monter le projet. Donc là, moi, ça m'a tout de suite botté. Donc j'ai tout de suite enclenché le pas pour voir 2-3 copains. Clac, comment on fait, on monte le projet, demande de financement. Clac, ok. Et c'est parti. Et nous entraîner à programmer des séances d'entraînement pour faire cette régate au centre nautique des Glénans à l'île d'Ar. Ok. Voilà, et donc du coup c'est là, et là j'ai découvert une école de voile, les Glénans, j'ai découvert une île, l'île d'Ar, j'ai découvert le golfe du Morbihan, et j'ai découvert aussi mes premiers amis que j'ai toujours, mes premiers amis marins, parce qu'aujourd'hui j'ai toujours le mec qui m'a fait tourner la première fois autour des bouées dans le golfe du Morbihan, voilà, c'est Mathieu Tatibouette et on est toujours ensemble, et voilà, on est encore copains aujourd'hui, donc c'est ça qui est drôle. Une belle histoire d'homme. Bah ouais, en plus, et puis voilà, après il y a eu cette régate, c'était en samouraï, tu vois, c'était avec un vieux bateau, mais c'était top. Alors je sais plus quel résultat on a fait, mais sûrement pas grand chose, mais du coup ça a déclenché chez moi le fait de dire là j'ai l'occasion j'avais mon service militaire à faire à l'époque, c'était encore obligatoire, et là je découvre l'école de voile, je découvre les Glénans, je découvre la possibilité de faire un service civil, et là je fonce sur l'occasion qui m'est donnée de pouvoir apprendre à faire du bateau, et grâce à ce service civil de 20 mois, et là du coup je fais toutes les démarches, pareil, j'attaque, alors que voilà, j'étais plutôt dédié à aller reprendre la suite de mon père et en chaudronnerie. Oui, chaudronnier. Et bon voilà, et donc du coup je passe ces 20 mois au Glénan à apprendre à faire du bateau. Ok, du coup sous la poupe de l'armée. Ouais, parce que c'était objecteur de conscience. Donc Qu'est-ce que c'est objecteur de conscience ? Objecteur de conscience, en fait, c'était il fallait faire une lettre. En fait, tu pouvais pas, tu ne pouvais pas, tu supportais pas la vue des armes et tu ne pouvais pas porter l'arme. Voilà. Donc voilà, c'est une célèbre chanson de Renaud d'ailleurs. Monsieur le Président, je vous écris parce que je ne peux pas porter les armes. Et donc voilà, en fait, alors si jamais il y avait l'armée, il y avait la guerre, en fait, on est forcément tous réservistes, mais on serait brancardiers. En fait, c'était voilà, donc on travaillerait à la Croix-Rouge. T'en retiens quoi de cette période-là ? Qu'est-ce que tu as appris ? C'est la vraie découverte d'un espace de liberté. Voilà. Vous naviguez tous les jours ? Ah ouais, moi j'ai la deuxième année, donc, parce que ça dure 20 mois, tu vois, et la deuxième année, j'ai monté jusqu'à entre 30 et 40 semaines, week-ends d'encadrement. Ok. Donc on navigue beaucoup et tous les jours, quoi. Et en plus, moi je faisais rapidement, donc la régate, ça me titille. Et donc rapidement, je commence à faire des régates à la Trinité-sur-Mer et au Croisty tous les week-ends. Ok. Et donc je trouve des embarquements et je navigue quoi. Et la semaine je navigue. Enfin bon, là je décroche pas, quoi. Mais
C'était toujours, il n'y a pas eu de but de faire carrière, il n'y a jamais eu un but de cacher. Enfin, ça a été toujours dans un esprit de se dire, bon, j'apprends à faire du bateau. Il y a un premier step, c'était juste sortir du port, revenir au port dans des conditions météo légères. Il y a un deuxième step que tu passes, il y a un troisième. Après, au Glénan, ça va très vite. Tu deviens moniteur, tu formes des gens, tu fais de l'encadrement, ensuite tu deviens chef d'escadre, ensuite tu deviens formateur de formateurs. Et en fait, puis à un moment donné, au bout des 2 ans, on te dit bon bah tu fais quoi maintenant? On te propose un contrat de qualif pour passer ton brevet d'état. Bon bah là, voilà, il faut foncer, faut y aller. Voilà, moi je dis bah je continue parce que voilà, ça m'apporte encore autre chose, ça me fait progresser dans ma vie. Et je profite parce que c'est pas quand il faudra retourner au travail que. Enfin, j'avais toujours gardé à l'esprit que à un moment donné, il faudra retourner bosser en chaudronnerie, c'est sûr, quoi. Ouais. Pour toi, c'était évident que. Ouais, c'était évident que ça allait. C'était une vie parallèle, quoi. C'était un peu une vie parallèle. Et puis j'aurais pu m'acheter des bateaux. Enfin voilà, c'était pas de but de faire de la course au large. Mais ça commençait à voilà. Et c'était 94, 98. Je passe mon brevet d'état, donc tu vois, c'est Laurent Bourgnon, quoi. Ouais. Donc je baigne là-dedans à la Trinité-sur-Mer, entre Vannes, le golfe du Morbihan, la baie de Quiberon. Enfin tout ça, c'est mon jardin, quoi. Ouais. Donc je vois les bateaux passer de temps en temps. Ouais, ça commence. En tous les cas, t'en prends plein les yeux. Tu regardes ce qui se passe sur la route du Rhum 94, 98 et voilà. Et puis après le brevet d'état. Ça germe petit à petit quand même. Ouais, c'est en train de germer. Et puis après le brevet d'état, il se passe que il y a un projet, ça s'appelait c'était un projet Solo le Télégramme. Okay. Donc en fait, il fallait monter le projet, il fallait que tu arrives avec un bateau, c'était un Figaro 1, et il y avait une régate pendant une semaine. Et à l'époque, on était 12. Il y avait Armel, il y avait Nico Troussel, il y avait, voilà, et au bout des 5 jours, je suis en tête de l'épreuve, quoi. On était 12, aujourd'hui... Donc c'est ta première régate? Ça, c'est ma première vraie régate en solitaire. Avec monter un projet pareil de A à Z parce qu'il fallait chercher un bateau. Donc j'avais trouvé un bateau en Angleterre. Je m'étais débrouillé, quoi, pour monter le truc. Je m'étais entraîné et voilà, c'était la première. Après, je tombe en panne de pilote et puis après, je finis 5e de l'événement. Et Armel faisait 2 et c'est Gilles Favenec qui avait gagné à l'époque. Et voilà, et c'est comme ça que je rencontre Armel, c'est comme ça que je rencontre tout un tas de coureurs aujourd'hui, Nico Troussel, et aujourd'hui, qui après d'ailleurs m'ont fait naviguer, puisque en Figaro 1, j'ai fait des courses en équipage avec eux, et donc voilà, c'est comme ça que tu rentres, en fait, tu rencontres des gens. Et ça te tire vers le haut, ça te donne de l'envie. Tu commences à préparer les Figaro 1, tu rentres dans le circuit Figaro, ensuite il y a le Figaro 2 qui arrive. Entre-temps, je rencontre Marc Guimot et Marc Guimot m'embarque en tant que numéro 1 sur son multicoque. Ok. Et là, tu vois, on est dans les années 2000, 2001, quoi. Ouais, voilà. Ça s'est enchaîné très vite après. Et après, ça s'enchaîne parce que tu rencontres des gens. J'avais un pote qui baignait dans la Mini et donc du coup dans la construction d'un bateau et tout ça. Donc je commence à m'intéresser au truc. Et puis voilà, il y a mes épopées Mini. Et puis en 2004, on me propose la Jacques Vabre. Enfin, bon, après, ça s'enchaîne avec les rencontres que tu peux faire. Bien sûr. Et qu'apporte ce métier, c'est des histoires d'hommes. Bien sûr, ouais. Mais tu vois, moi, ce qui m'a surpris dans ton parcours, ce que j'ai admiré même dans ton parcours, c'est que comme je te disais, il y a beaucoup de skippers qui ont commencé très jeunes et qui ont toujours baigné dedans. Et tu vois, moi, quand tu me parles de l'enfant qui a 18 ans ou un petit peu plus tard, qui doit monter un projet, tu vois, aller trouver des financements, trouver le bateau, probablement faire des réparations, le mettre à l'eau, tu as tout ce que tu connais bien mieux que moi, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, que quand tu fais ça très jeune, il y a un peu l'insouciance, t'es un peu bordé par t'es accompagné par les adultes qui t'entourent et tu te laisses porter et c'est presque facile. Toi, j'ai l'impression que t'as dû tout faire, tu vois, un peu le côté self-made skipper, tu vois. Et c'est pas décourageant, tu vois, justement, quand tu as un peu de retard sur les autres et que t'as plus l'insouciance, tu vois, du petit gamin qui joue au foot dans le pré et qui se pose pas la question de si demain il aura des courbatures, quoi. En gros, je fais une métaphore, mais... Alors, en fait, non, au contraire, je pense qu'il y a des parcours atypiques.
et ça n'empêche pas d'arriver quand même à avoir une carrière avec un parcours. Voilà, j'ai jamais fait la solitaire du Figaro, j'ai jamais fait la mini transat. Ça c'est rare. Il doit pas y en avoir beaucoup sur le départ de la route du Rhum. Non, c'est sûr que voilà, je m'interdis pas un jour de refaire la mini transat et de refaire la solitaire du Figaro, mais voilà, c'est effectivement ces deux épreuves là qui sont vraiment des épreuves. Et ça n'empêche que j'ai construit un mini, ça n'empêche que j'ai beaucoup navigué en Figaro 1, Figaro 2, un peu de Figaro 3 grâce à Armel. Mais voilà, les épreuves phares, j'ai jamais réussi à les faire et j'ai fait je sais pas combien de Transat Jacques Vabre, quoi. Voilà. donc voilà, mais ça montre aussi peut-être aussi un peu finalement le style de marin que je suis et je suis plus un coureur au large. Course au large au sens propre, voilà, transatlantique, plutôt que autour de trois bouées ou vraiment sur des petits parcours côtiers. Enfin voilà, vraiment, ça c'est une technique pure. Voilà, moi je suis plus quelqu'un qui aime bien partir au large, faire des tour du monde, transatlantique. Alors c'est aussi peut-être plus mon style plutôt que voilà que d'autres. Finalement. Et tu montres qu'on peut sauter les étapes et on n'est pas obligé de faire ces classes et ces gammes entre guillemets. Mais... Non, au contraire, je pense qu'il faut de la fraîcheur. Là, tu vois, c'est marrant, mais là, tu vois, j'ai rencontré il y a un préparateur, la Victor Champenois, qui bosse avec moi. Il m'a contacté sur LinkedIn et juste avant c'était fin juillet. Il me contacte et puis je vois open to work sur LinkedIn et puis voilà, il me laisse ses coordonnées, on crée le contact et puis c'est préparateur de bateau. Ok, donc je l'appelle et puis je lui dis bah écoute, si t'es habité à Auray en plus tout près, je dis mais comment ça se fait que t'es libre, quoi, parce qu'il y a tellement de jobs dans le truc, dans le milieu que c'est étonnant. On commence à discuter, puis il me dit bah, en fait je suis un barman et je suis j'aimerais bien me reconvertir et travailler dans la course au large. Ok, génial. Ouais, je dis écoute, demain on sort le bateau de l'eau, viens et puis bah, on verra quoi. Comment ça se passe, ouais. Et il est toujours là. Tu lui as donné sa chance, quoi. Ouais, alors non seulement je lui ai donné sa chance, mais en plus si tu veux il a un parcours atypique. Dans le sens où voilà, il est barman, mais n'empêche qu'il est, mécaniquement il est très fort en mécanique. Il s'intéresse, il est manuel et donc il a d'autres capacités à s'adapter. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui c'est un mec que je regrette pas du tout d'avoir recruté. Et je pense que j'ai recruté une bonne personne. Et donc les parcours sont atypiques et je pense qu'il faut laisser la chance à ça parce que ça amène beaucoup de fraîcheur. Et ça amène aussi cette ouverture d'esprit. Il faut être ouvert. Tu valorises davantage justement ces parcours atypiques, ces parcours parfois avec des doubles projets, des triples projets, ou peut-être des personnes qui mettent un peu plus de temps à se révéler. C'est quelque chose que tu valorises même plus globalement dans ton équipe ? Bah ouais, parce que c'est de là que je viens. Enfin, je pense que en fait, il faut arriver avec ses compétences dans une équipe, parce que ce sport, la course au large, ça reste quand même un sport d'équipe. Même si on met en avant un marin solitaire autour d'une course en solitaire. C'est une vraie course d'équipe, quoi. Et que on n'est jamais aussi nombreux dans les équipes pour envoyer un mec tout seul traverser l'Atlantique. Donc en fait il faut rassembler aussi des compétences et faire monter en compétences aussi tes ressources, et, parce que il faut aussi de la mobilité, il faut aussi pouvoir faire différentes choses dans les équipes parce qu'on n'est pas non plus très nombreux. Et donc voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir toujours à l'idée de transmettre, en fait, finalement, de transmettre son savoir, comme l'ont fait mes autres, pas mentors, mais comme l'a fait Franck-Yves avec moi, comme l'a fait Marco, comme l'a fait Loïc, parce que j'ai eu la chance de travailler 1 ou 2 ans avec Loïc, et voilà, quand tu rencontres tous ces grands marins là, tu les écoutes, ils te donnent des choses, et toi tu leur donnes des choses, parce que du coup il y a du partage, et ça te fait progresser, et ils font que tu deviens le marin que tu es. Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est ça que moi qui m'a tout de suite plu dans la voile, c'est effectivement, tu vois,
ce partage et ces valeurs humaines où il y a de l'écoute, il y a aussi une forme de respect, de la seniorité, de la transmission et de savoir l'accueillir aussi, parce que tout le monde ne sait pas accueillir toujours les conseils qu'on peut donner. Et c'est, tu vois, moi c'est ça qui m'a pris, vraiment et ce qui fait que depuis quelques mois, là je commence à naviguer avec des copains, avec le but de traverser l'Atlantique. Déjà pour nous, ça serait déjà un beau rêve, mais c'est en train de se construire. Mais je vois très bien, peut-être pour les non-initiés, les auditeurs qui connaissent peut-être un tout petit peu le moins le monde de la voile. J'ai déjà fait plusieurs interviews, comme je te disais, avec des super skippers et skippeuses. Mais aujourd'hui, pour qu'on se représente dans ton équipe, il y a combien de personnes à peu près ? Et quels sont, on va dire, les postes clés? On va essayer d'oublier personne parce que je sais que c'est pas évident, mais En fait, tu as 3 équipes distinctes. Tu as l'équipe technique, tu as l'équipe de com, et puis tu as l'équipe des navigants. Okay. Donc ça, c'est déjà 3 pôles distincts. Donc dans l'équipe technique qui sont vraiment à s'occuper du bateau, il y a 4 personnes. Ouais. Donc on a un électronicien, plutôt électronique, matériel embarqué, informatique, gestion de la data. On a Dieu sait que c'est un gros boulot, plus le temps. Parce que c'est accès à la perf. On a un ingénieur pour bureau d'études et plans et tout ça. Qui lui va beaucoup plus être peut-être sur l'aérodynamisme, exactement. Tout le développement du bateau pour essayer de gagner les petits micro vitesses. Et on a un mec qui fait les ficelles et puis il fait un peu de mécanique. Et voilà, puis on a le dernier qui est arrivé, là on a Victor, puis on a aussi le composite qu'on a perdu, on avait un alternant, on a pas mal formé aussi, donc là on s'est séparé d'un alternant et en composite, mais il faut qu'on essaye de retrouver. Ok. C'est quoi le rôle de la personne qui s'occupe des composites ? J'imagine pas du tout. En fait, tu casses à chaque fois, tu casses beaucoup de choses à bord des bateaux. Et donc, en fait, comme c'est un morceau de plastique, il faut refaire des stratifications. Il faut refaire des. Et donc, c'est vraiment important. Le bateau est fait en composite. C'est de la fibre de verre, du fibre de carbone et de l'époxy. Et tout ça, c'est un mélange qui est pas très, on va dire, facile à manier, vertueux. Mais en tous les cas, c'est comme ça que sont construits les bateaux aujourd'hui. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est lui aussi qui va les manufacturer ou manufacturer les pièces ? Non, il veut juste les penser, les imaginer. Ah non. Alors les imaginer, on a un bureau d'études et pour aussi calculer la structure de la pièce. Okay. Et puis on a des archives, on peut faire aussi appel à des extérieurs, le cabinet d'architectes, tout un tas des calculateurs pour si c'est des pièces un peu sensibles. Okay. Des études poussées en aéro comme on a fait par exemple avec d'autres fournisseurs, avec notre fournisseur de voile. Il y a plein de c'est un sport mécanique, la voile, tu peux vite rentrer dans la complexité du pouillem et du coup ça peut aussi vite coûter beaucoup d'argent, quoi. Donc il y a aussi ce côté maîtrise un peu, en tout le cas dans la classe Ocean 50 dans laquelle je navigue. On essaye de faire vraiment attention à ça, et globalement aussi dans les équipes on essaye de pas, on n'a pas l'argent, n'est pas, ça coule pas à flot, et donc du coup on essaie vraiment de prioriser nos développements et de faire attention à ce qu'on fait, quoi. Il y a une vraie dimension de manager et de chef d'entreprise entre le budget et la performance qu'il faut. Après il y a la com, piloter. il y a au moins 4 personnes à la com, tu vois. Donc, et puis dans le pôle navigant, j'ai à peu près 6 navigants. Donc 2 femmes et 3 personnes. Alors à quoi il sert exactement ce pôle ? D'ailleurs, je te remercie pour cette masterclass que tu me fais, qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur ma traversée. Et je salue mes copains qui vont écouter aussi. Mais à quoi sert exactement ce pôle navigant ? En fait, aujourd'hui, même si les techniciens, l'équipe technique navigue pour faire des régates, pour faire le Pro Sailing Tour, parce qu'on participe, toute la classe Ocean 50 participe au Pro Sailing Tour. On a besoin de faire naviguer le bateau à 100%. Et donc on a des équipiers professionnels qui c'est leur métier.
comme moi, voilà, sauf qu'ils n'ont pas de sponsor, ils n'ont pas machin, donc en fait ils naviguent sur différents projets, et puis ils viennent, et donc on essaye de construire une équipe. Alors ça peut être c'est des copains, c'est des gens avec qui on... Voilà, alors, en l'occurrence dans l'équipe navigant, j'ai celui qui dessine les voiles, j'ai un grinder, donc un mec qui tourne les manivelles qui est très costaud, qui est Stevie. On a Yann Eliès, tu vois, un mec qui route et qui va faire mon routage sur la Jacques Vabre, sur la route du Rhum, pardon, et donc voilà, qui fait beaucoup la nave. On a Pablo Del Arco, un espagnol, et on a deux filles, deux navigantes, qui est Audrey Augeroux, qui est une équipière barreuse et qui fait piano à bord du bateau, et donc voilà, on essaye et Mathilde Géron, qui est barreuse, tacticienne. Donc, bravo d'avoir mis de la mixité. Ouais, alors on essaye effectivement d'avoir pas mal en tous les cas d'inscrire des femmes à venir naviguer, et voilà, et Audrey et Mathilde moi j'étais très content de les avoir à bord parce que ça amène aussi beaucoup de fraîcheur. J'imagine il doit y avoir beaucoup d'ouverture. Peut-être un autre point de vue. Et puis la classe, ce type de bateau s'y prête vraiment parce qu'en fait il faut pas être un super athlète. C'est pas parce que tu vas mouliner plus vite que le petit copain à 250 watts et toi à 200 watts que ça va te faire gagner la route du Rhum. Ça va te faire gagner 5 secondes sur l'envoi de la voile ou juste un déroulé de voile, ça va te faire gagner 5 secondes, mais c'est pas ça qui te fait gagner la régate. En fait, il faut travailler avec sa tête, enfin voilà, c'est vraiment pas les muscles, et donc ce genre de bateau de la classe Ocean 50 est vraiment très adapté aux navigatrices. C'est des bateaux qui vont très vite. Et j'ai l'impression aussi, alors dis-moi si je me trompe, tu vois, pour avoir fait mes petites recherches, j'ai l'impression aussi que c'est des bateaux qui peuvent beaucoup plus facilement chavirer, peut-être, ou que des plus gros, parce qu'ils sont assez légers finalement. Ouais, c'est sûr que quand on a mis les foils en 2016, on a quand même bien avancé dans le chavirage. C'est-à-dire que les bateaux, globalement, ils chavirent beaucoup moins, même s'il y en a eu, parce que les petits doudous ont chaviré pendant les 1000 milles des sables. Mais, donc ça n'empêche pas que c'est possible, que ça peut arriver. Mais globalement, les foils nous ont fait gagner en sécurité. Voilà, très clairement. Par contre, on attaque plus, le niveau augmente. Donc forcément, potentiellement, il va y avoir des bateaux sur le toit, c'est sûr. Donc le risque effectivement de chavirer est important. La charge mentale par rapport à ça est important, et c'est le beaucoup niveau plus que sur un monocoque, j'imagine. Beaucoup plus, parce que la régate s'arrête, et en plus tu peux, suivant la position dans laquelle tu es, tu peux te retrouver dans des situations très délicates. Soit à l'eau, soit dans la quille même. J'ai un souvenir d'un sauvetage de Yves Le Blévec en plein milieu de l'océan Pacifique alors là il avait cassé un bras, donc là c'est encore différent, mais et là oui, c'est une situation qui, pour l'instant, j'espère que ça n'arrivera pas au sein de la classe, mais les bateaux sont, on espère, costauds de ce point de vue-là. Mais bon, en tous les cas, il faut effectivement ce genre de casse, ça met quand même en péril grandement ta situation, et effectivement, finalement, ton temps de survie peut être c'est engagé, quoi. Voilà. En tous les cas, tu as un décompte qui commence à partir du moment où tu casses structurellement le bateut. Il y a un décompte clairement qui est engagé sur ta survie et sur ta capacité à terminer dans le radeau ou pas, et être récupéré. Mais bon, on a les moyens à bord pour être récupéré facilement. Enfin, il y a tout un tas de... beaucoup progressé niveau sécurité. Ouais, bien sûr. Et l'autre paramètre, écoute, pour aller vite, il faut être un petit peu toujours un peu à la limite de la coque centrale, un peu hors de l'eau. Et donc, il faut accepter de pouvoir naviguer, il faut accepter de pouvoir dormir dans ces conditions-là. Et là, c'est là où la charge mentale, elle est épuisante. Voilà. Parce que du coup, tu vas extrêmement vite. Il y a une zone très fine sur laquelle tu peux. Ouais. Et puis il faut avoir les écoutes à côté, prêtes à lâcher pour que le bateau retombe du bon côté. Enfin, voilà, donc il y a une gestion
de la fatigue et de ta lucidité à avoir sur vraiment tout au long de la course, et c'est ce qui fait, c'est vraiment la clé de la performance, de si tu vas réussir à performer ou pas, quoi. Ok, mais du coup, quels sont tes tips pour gérer tout ce stress, ce risque, cette charge mentale? Déjà, il y a l'expérience, hein. C'est pour ça que les marins, en vieillissant, c'est Sans un peu blague, comme le bon il faut vin. de l'expérience. Ouais, mais plus que dans d'autres sports, en fait. C'est aussi la particularité de notre sport, c'est qu'en fait, un bon marin se nourrit de ses expériences. Et donc, en fait, plus tu as d'expérience, plus tu deviens, en tous les cas, tu deviens meilleur. Ouais. Et donc, au niveau de la perf, c'est hyper important. C'est un peu du deep learning, quoi, hein. Donc c'est de l'apprentissage constant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Francis Joyon qui a gagné la Route du Rhum à 60 ans, quoi. Ouais, voilà. C'est incroyable. Ouais, mais n'empêche qu'on en est là. C'est le seul sport, c'est un des rares sports où, où c'est encore possible. Après, il y a quand même un facteur physique aussi. Mécanique. Francis est quand même un surhomme qui s'entretient physiquement, qui a peur un peu de rien. Enfin, ça reste encore un extraterrestre. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrivera à son âge, à son niveau, mais en tous les cas, ouais, ce qui est sûr, c'est que plus on emmagasine d'expérience et plus on gagne en perf, quoi. Ouais. Et quand tu es sur l'eau, du coup, en pleine course, tu mets ça de côté, tu vois, la peur, la charge mentale, tu vois, essayes de moins... Non, tu penses... Non, là, tu viens de me faire le... Non, je suis obsédé par ça. Non, pas obsédé, mais en fait, quand tu n'as plus peur, c'est très dangereux, à mon avis. Donc, il ne faut pas être tétanisé, mais en fait, il faut avoir un bon réglage, quoi. C'est pas pour rien qu'on travaille le mental et qu'on a un préparateur mental. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il y a sur tous les skippers professionnels, j'entends, de la Route du Rhum, tu dois avoir... je pense qu'il y a au moins 30% des skippers qui ont des préparateurs mentaux. Et notamment quasiment tous les ultimes et beaucoup en Ocean 50. Ouais. Parce que il y a une gestion, une organisation, et ne pas avoir de stress, c'est très dangereux. Ouais. Ne pas avoir peur est très dangereux. Qu'est-ce que tu bosses, toi, sur cette partie-là ? Je sais pas, il y a des exercices en particulier qui t'ont fait passer des caps ou tu vois, qui t'ont permis de débloquer. Ouais, il y a des routines. Bosser beaucoup sur les routines, ouais. Il y a des routines d'endormissement. Tu peux mettre en place des routines pour ta lucidité, pour contrôler ta lucidité, et donc te donner les alertes un peu de. Donc ça, c'est un entraînement qu'on fait en ce moment, justement, pour travailler sur les signaux de la lucidité, pour gagner encore au fait de pouvoir aller se reposer plus tôt avant d'avoir les signes, quoi. Ok. Donc, comment tu le fais ? Tu vas répéter une série de tâches, et si tu l'effectues pas bien, c'est que tu es fatigué et que du coup tu dois aller te reposer, par exemple. Enfin, il faut travailler sur les signaux, les premiers signaux qui apparaissent de fatigue. Donc déjà, il faut se mettre dans la situation. C'est pour ça qu'on part naviguer 24 à 48 heures, parce que du coup, tu te mets dans la situation où tu commences à avoir les premiers signaux de fatigue. Et donc, du coup, ça va être tiens, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et donc là, tu reviens sur ce qui s'est passé et tu essayes de trouver tiens, j'ai eu ça, tiens, peut-être que ça, c'est un signe. Donc voilà, ça se travaille comme ça, en fait. Donc après, avec l'aide d'un préparateur mental, ça va te permettre de potentiellement revenir sur une expérience par un entretien d'explicitation. Et il va te faire revenir, en fait, sur l'expérience que tu as vécue, et potentiellement ça va peut-être déclencher chez toi. Ça va peut-être déclencher chez toi des c'était là, je me souviens, c'était là. Voilà. Et donc ça, il y a que quelqu'un de l'extérieur qui peut t'amener ça, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est un travail qui n'est pas évident à faire soi-même. Et puis on est vraiment dans le détail. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est primordial, surtout en solitaire, et c'est vraiment je pense que ton meilleur ennemi en solitaire, c'est toi. Ouais. Et pour tout le monde. Bien sûr. Donc voilà, en tous les cas, il faut partir avec un bon stress. Il faut gérer ce stress. Il y a pendant la course, mais il y a aussi avant la course. Il y a tout un tas d'émotions, donc il faut aussi apprendre à gérer ces émotions-là qui vont arriver pendant le village.
Et donc ça, les jeunes en général, ceux qui font ça pour la première fois, soit ils arrivent à la gérer, soit ils n'arrivent pas. Donc ça dépend de chaque individu. Moi, la première fois que j'ai fait la route du Rhum, j'ai pas réussi à la gérer. Ouais. Donc, ça s'est traduit comment ? J'ai passé Fréhel, je suis à bouée de Fréhel, j'étais un légume. Ok. J'ai le coup Plus de bambou, d'énergie, plus rien. d'énergie. J'étais au fond de mon cockpit. Et tu fais quoi à ce moment-là ? Du coup, tu coupes tout, tu dis à l'équipe. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants, et voilà quoi. Et en fait, tu commences un peu à te dire attends, mais là, il y a beaucoup trop d'émotions, tu pleures, tu te dis et puis en fait, t'es cramé. Ouais. En fait, t'es déjà dans les zones où faut pas aller quoi. Ouais. Donc en fait, le résultat du truc, c'est en 2010, tu vois, 24 heures, même pas 24 heures après le départ, tu es dans le golfe de Gascogne, après Ouessant, au petit matin, le lundi matin, je suis dernier. Quoi. Ouais, donc ça pardonne pas quoi. Ah non, c'est... Mais ça, si tu ne l'as pas fait une fois, tu sais pas que tu as réagi comme ça, alors après tu l'analyses. Une fois que la course est finie, dis mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai atterri, donc voilà, et puis en fait tu t'aperçois qu'attends là, ok, là j'ai dormi là, ok, ouais, c'est vrai qu'il y avait Bamboche là, j'ai pas dormi en fait, ouais, ok, j'ai pas respecté mon agenda, j'ai pas fait de sieste, j'ai pas machin, j'ai sauté un repas voilà, ok, voilà, donc toute cette organisation là, finalement, toute cette expérience là, tu mets ça en place pour les événements futurs. Ouais, finalement, c'est dans les moments un peu les plus durs, entre guillemets, que tu apprends énormément aussi sur toi-même et sur ta façon de naviguer et sur qui tu es. Et faire d'autres sports aussi apprend beaucoup. Aussi. Ouais. Tu fais quoi comme autre sport, du coup, à côté ? Le fait d'avoir fait beaucoup de triathlon et un Ironman, notamment, ça m'a beaucoup aidé. T'as fait lequel ? L'Iron Corsair. Ok, d'accord. Ça m'a beaucoup aidé dans la connaissance de soi, dans les signaux énergiques. Pour le coup, là, tu pousses loin. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que, il y a vraiment plein notamment sur le plan nutritionnel, où tu te rends compte que quand tu pousses ton corps dans les retranchements et quand tu pousses ton corps dans des niveaux de fatigue élevés, et forcément, si tu bouffes des McDo tous les jours, ça marche pas quoi. Clairement. Donc il faut faire, ton carburant, c'est ce que tu manges, et donc faut faire attention, et tu en ressens vraiment le bénéfice ou le déficit quand tu pousses ton corps dans les retranchements, quand tu fais du sport à haute intensité, et quand tu fais l'extrême endurance, quoi. Quand tu fais du triathlon, les mecs ils n'arrivent pas à manger, ou ils terminent avec des aigreurs d'estomac. Des fois il faut pas chercher trop, Ouais, c'est vrai. Écoute, moi je te cache pas, j'ai fait plusieurs halfs et j'ai jamais réussi à passer justement le cap à Nice, à chaque fois à cause de l'estomac. Et j'ai tout testé, je suis devenu vegan. Est-ce que tu as fait le test des 220 aliments ? J'en ai entendu parler, je me suis beaucoup inspiré de la théorie, donc j'ai fait attention. Mais t'es obligé de le faire. Ok. En fait, c'est toi, c'est ton corps. Ouais. En fait, il y a que en faisant la prise de sang que tu vas arriver et dire, là tu vas recevoir ton papier, et là tu vas dire ok. Donc là tu as 3 cases, c'est simple, tu as 3 cases, et tu vas dire par exemple, moi tu vois, c'est le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, moi j'ai des traces d'allergènes. C'est que dalle, hein. Le blé, c'est des traces d'allergènes. Et le céleri. Voilà. C'est les 3 trucs. Là, les 3 trucs, j'arrête le 6 octobre. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour la recommandation. Et donc, des fois, tu vas peut-être, quand tu vas recevoir ton doc, tu vas peut-être trouver un aliment et dans lequel tu vas être peut-être juste la case au milieu. Alors, c'est pas une allergie, tu vois, dans la dernière case c'est un allergie. léger inconfort. Mais du coup, cet inconfort-là, tu vois, imagine avant tu le payes cher. Moi, avant mes triathlons, je mangeais des pâtes le matin avant le départ. Je mangeais une pâte blanche avec un œuf. Tous les triathlètes, comme j'ai fait du triathlon, tu vois, j'ai beaucoup de copains qui font du triathlon, qui vont se reconnaître dans ton message. Tu vois. Et donc du coup, après j'ai arrêté ça. Ouais. Et tu vois, 3 jours avant l'épreuve, je faisais sans gluten, sans blé,
et avec d'autres rapports. Puis tu te fais accompagner par un naturopathe qui va t'expliquer, tiens là, tu vends ton nu. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Si quelqu'un a des crampes, il y a vraiment il y a beaucoup à s'inspirer de la nutrition. La nutrition est un élément important de la performance, et peu importe le sport. Tu l'as très bien dit, c'est notre carburant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc sommeil, boire bien, bien manger, c'est déjà la base déjà pour pratiquer un sport de haut niveau. Et ça me fait très plaisir qu'on en parle justement avec toi qui navigue, parce que c'est vrai que généralement quand je vois des skippers, on parle plutôt de nourriture lyophilisée et de la lassitude aussi que tu peux avoir sur un tour du monde ou sur plusieurs dizaines de jours à toujours manger un peu la même chose. Il y a beaucoup la notion de plaisir, mais on retrouve pas souvent ce professionnalisme-là, et ça me fait plaisir de pouvoir aborder ça avec toi en tout cas. Ouais, alors c'est sûr que maintenant, globalement, la nourriture a beaucoup évolué. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu vois, moi, je sais que même sur un tour du monde aujourd'hui, tu serais capable de partir avec que de la pertisée. Donc c'est du déjà cuisiné sous vide. Donc c'est conservé en fait sous vide à chaud. C'est d'où le nom de apertisé. Et donc en fait, tu n'as plus qu'à réchauffer ça au bain-marie. Et tu manges. Et c'est pas du lyophilisé. Le lyophilisé, ça te défonce l'estomac. Ouais, c'est une catastrophe. Et c'est voilà, alors il faut que ça soit bien réhydraté. Si c'est bien fait, ça peut être très bon, mais il y a quand même dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Ouais, ça peut être vite. Tu respectes pas forcément les temps de réhydratation, tout ça. Bon, ça peut être vite compliqué, quoi. Ouais, ok. Bon, en tous les cas, chacun fait midi à sa porte. Ouais, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la recommandation du test des 220 aliments. J'en avais déjà entendu parler, et effectivement, ça pourrait être la source de certains. Il faut explorer. Ouais, exactement. Mais ouais, comme je te dis, j'ai tenté de devenir vegan. Enfin, bref, j'ai fait des trucs un peu farfelus, mais j'ai pas résolu le problème, donc je vais aller tester. Merci infiniment. T'as mentionné tes enfants. Et je me demandais, tu vois, j'ai jamais osé poser la question à un autre skipper ou une autre skippeuse d'ailleurs, à quel point on pense à sa famille quand on est sur l'eau, qu'on est dans la frénésie de la course, et que justement on commence à manquer de lucidité, qu'on commence à essayer de s'accrocher à sa performance. Est-ce que c'est plutôt une source d'énergie pour toi? Est-ce qu'au contraire, tu essaies de pas trop y penser parce qu'il y a une charge de risque et que ça peut commencer à te faire douter? Est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça finalement? Nos proches sont importants dans la. Enfin, moi, ça fait partie de notre équilibre d'humain, d'individu, et donc du coup, c'est à doser avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut pas être non plus accro parce que du coup on décroche ça peut nous déconcentrer aussi, donc voilà. Et puis notre famille aussi, elle est bienveillante par rapport aux événements qui se passent à terre et ce que tu reçois en mer. Voilà, je sais que pendant la Transat Jacques Vabre, j'ai perdu mon oncle, et en fait ils me l'ont dit qu'à l'arrivée, et ils ont gardé ça pour eux. Ils ont décidé de pas me le dire, et je les remercie, parce que ça aurait fait un déséquilibre dans la course, et ils ont pensé d'abord à finir le truc, et voilà. Donc je trouve que c'est en tous les cas, il y a des choses qui se passent à terre que forcément on n'est pas forcément au courant, et donc la famille, elle est importante parce que ça filtre en fait, il y a un filtre, et donc ça nous permet de rester nous concentrés sur la perf. Et en même temps, il faut quand même qu'on ait des nouvelles, parce que justement ça aussi, ça donne cette énergie et ça donne cet équilibre qui est important. Ouais. En tous les cas, ça dépend des individus, mais en tout cas pour moi il l'est. Donc à un moment donné, j'ai besoin de recevoir un mail de mes enfants, j'ai besoin de recevoir un mail de mes proches pour me dire voilà, qu'est-ce qui se passe, tout va bien. Ok. Ouais. C'est Alexia qui me disait que grâce à WhatsApp, maintenant, les marins communiquaient aussi un peu entre eux, que c'était beaucoup plus facile de communiquer avec ses proches. Ouais. Sur la course, des petites notes vocales un peu, mais. Ouais. Alors en fait, pas le son, non. Non, ouais. Moi je fais pas le son, parce que justement dans le son tu entends l'émotion. Ok. Ouais. Et donc tu t'en protèges un peu quand même. Ouais. Il faut, et même tu les protèges. Bien sûr. Parce que dans des moments difficiles, s'ils ressentent le truc,
il y a un truc qui va pas. Ok, quand tu parles avec ton routeur et que le mec dit attends, là il est fatigué, là il machin, parce qu'il te connaît, parce que ok, mais ça on est dans la perf, mais tu peux pas le faire avec tes proches parce que à la fois tu peux ressentir l'émotion chez eux et à la fois ils peuvent ressentir l'émotion chez toi et voilà, ça les met dans la difficulté d'aide de quelqu'un qui manque et qui est pas là et qui est en mer. Et puis toi, ça peut te sortir de ta course, te faire rater une manœuvre, te faire chavirer. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Donc voilà, il faut. C'est aussi là, c'est aussi l'expérience. C'est comment tu as l'habitude de gérer les individus qui appellent leurs proches tous les 2 jours, tous les jours. Ouais, ça, je ne fais pas ça moi. Mais... Chacun son. Ouais, moi j'envoie des petits mails ou des petits WhatsApp, des petits textes. Ok. Comme je te l'ai dit, je me dépêche d'aller vers la fin parce que je sais que ton temps est limité sur Paris aujourd'hui. Ça va. Et on va publier effectivement cet épisode pas longtemps après le départ. Tu seras sur l'eau. Moi, j'ai délivré beaucoup de secrets, donc ça tombe bien que ce soit après le départ. Mais c'est pour ça, et puis c'est pour garder un peu les gens en haleine pendant la course. Qu'est-ce que tu vas faire justement ces quelques jours avant le départ? Si on se met, allez, on fait un peu d'auto-hypnose, là on se met 3 jours avant le début de la course, quels vont être un peu les derniers réglages, les grandes étapes importantes, peut-être que les spectateurs ne voient pas. J'ai un grand exemple à chaque fois que je donne, c'est ces sprinteurs qui vont dans la chambre d'appel avant de rentrer sur la piste. Et j'avais interviewé Jimmy Vico, du coup, qui est qui a le record français aujourd'hui, et qui explique, cette chambre d'appel où il y a les 8 sprinteurs et t'as Usain Bolt qui chante, puis il y en a un autre qui donne des coups de poing dans le mur, et puis il y en a d'autres qui ferment les yeux et qui essayent de méditer, tu vois. Ça, on peut pas le voir à la télé, ça se voit nulle part ailleurs. Mais du coup, si on se plonge avec toi sur les 3 derniers jours avant la course, et qu'on ait une petite souris, qu'est-ce qui s'y passe, quelles vont être un peu les étapes clés un peu importantes? En fait, déjà, il y a une chose, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais tu ne gagnes pas la route du Rhum 3 jours avant le départ. Par contre, tu peux la perdre. Voilà. Tu peux la perdre parce que tu peux te faire submerger par l'émotion, par la tension qui monte, le stress qui monte. Et donc, il faut apprendre à gérer toute cette énergie. Il y a la météo. Donc, est-ce que tu vas aller au casse-pipe? Quelle va être un peu la tendance météorologique? Est-ce que tu vas aller à la guerre? Est-ce que tu vas aller dans la machine à laver? Tu vois. Ouais. Et donc, toutes ces phases-là, en fait, elle est importante parce qu'elle va... en fait, elle va monter ton niveau d'attention ou pas, ou ton niveau de stress. Donc, faut savoir bien le gérer. Ouais. Donc, faut rester. Alors, moi, je sais que j'ai des routines. Ça te réussit plutôt bien. Ouais, j'ai des routines de sport. J'ai mon préparateur physique qui m'accompagne vraiment jusqu'au bout. Ouais. Il sera même là dans le ZOD au moment du départ. Donc voilà, et j'aurai même sûrement le préparateur mental qui sera pas loin non plus. Donc tout ça, tout ça est organisé déjà depuis bien longtemps. On sait qu'il y aura un moment qui va être important le samedi, ça va être la sortie des écluses. Donc là, il y a un stress aussi important parce que il y a 200 mètres d'écluses à traverser où il faut pas abîmer le bateau. Donc voilà, il y a tout ça à bien gérer. Donc faut réussir à se mettre dans des situations d'isolement, de bulle, pouvoir peut-être souffler un peu, rentrer un peu en méditation, se reposer. Pas trop se mêler à la foule et être surmené. Il faut avoir une routine assez précise. Il faut pouvoir savoir s'isoler, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment des temps où je suis là au village où je peux répondre à des choses, puis il y a des temps où je suis plus dispo, je coupe. Okay. Ouais. Et si tu fais pas ça, voilà. Et puis il y a des temps où tu vas commencer à regarder la météo et tu vas commencer à faire un travail de mental et de visualisation de ce qui va se passer. Et donc voilà, le départ, il va se passer ça, ok, frêle, on va être sur telle voile, on va être à telle vitesse, on sera toilé comme ça, le chariot il sera là, tac, dans le bateau, ça là. Donc là,
la drisse de Genac. Après, il y a un envoi de Genac à faire. Donc la drisse, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je la mette là. Enfin, tu commences en fait à vraiment te faire ton roadbook dans ta tête de ce qui va se passer. Et comme un skieur qui va descendre la piste où il va refaire tous les virages, fermer les yeux, et ben, nous, on va être pareil. Enfin, moi, en tous les cas, je vais faire pareil, où je vais me concentrer, voilà, chaque étape, chaque truc. Ok. Et puis en plusieurs visualiser par rapport à la météo. Ok, tac, il va se passer ça. Là, il faudra que je fasse ça. J'ai telle voile à envoyer. Putain, là, il y a des virements de bord à faire. Ok, tac. Enfin, voilà, tout un tas c'est de la technique pure, mais en tous les cas, ça va te permettre d'aborder la situation le plus sereinement possible parce que tu l'auras tellement répété que finalement, après, ça va être voilà, ton roadbook, il est calé. Et quoi qu'il arrive, bon, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Ok. Mais et c'est aussi une phase en fait 3 jours avant le départ, ton esprit est déjà parti, ton corps est là, mais ton corps répond aux interviews et puis à tes partenaires, à ta famille qui est là, mais ton esprit il est déjà parti. Ouais, bah écoute, merci beaucoup de rentrer un peu dans cette espèce de routine, parce que c'est difficile de comprendre ce que tu peux ressentir, tu vois, à ce moment-là, et je sais à quel point ça demande un certain niveau d'exigence, tu vois, de s'astreindre à ces routines et de se plonger dans cette visualisation future. Donc merci infiniment. Puis on sent l'âme du compétiteur quand même, qui a envie de gagner et qui pense déjà très fort au résultat et à son roadbook. En plus, j'imagine que tous tes plans, tu parles d'un plan A, plan B, plan C, j'imagine ça va jusqu'à Z et si ce n'est plus. Tout est dans la tête en plus, j'imagine, parce que il n'y a pas le temps pour lire ou pour se remémorer quelque chose une fois que tu es sur le bateau. Bah, si, parce qu'en fait, tu es toujours obligé de travailler sur la nave, sur ce qui va se passer avec le courant. Voilà, on est dans un milieu quand même qui est assez instable. Et donc, du coup, la météo, la force de vent peut peut-être être différente. Tu as plus de vent, plus de mer. Donc, il faut adapter. Ça va être la situation de course aussi tu vas mettre l'accélérateur où ? Est-ce que tu es déjà dernier, il faut mettre du charbon? Est-ce que tu es déjà en tête et là tu as un peu trop d'accélérateur, il faut calmer le jeu un peu? Enfin, il y a vraiment tout un tas de situations que tu ne maîtrises pas et qui vont venir s'ajouter à ce que tu as préparé. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est excitant, c'est que finalement, une fois que tu as la boule au ventre un peu avant de partir, tu vas rentrer dans ta petite routine de départ et on va s'approcher du départ, on va aller faire plotter la ligne, on va faire nos petits réglages, on va faire nos essais, tout ça, clac. Puis au fur et à mesure, il n'y a plus y avoir personne à bord, ou tu vois, au fur et à mesure qu'on s'approche du départ, il y a moins en moins de monde à bord. Et puis à 10-15 minutes du départ, tu te retrouves tout seul. Ouais. Et là, il faut faire feu. Et en général, la boule au ventre, elle est partie. Et tu es concentré, tu es dans ton truc et tu es plein gaz, quoi. Bon, ouais. Ok, écoute, génial, merci pour ce partage. Aux auditeurs qui nous écoutent, envoyez un petit message justement à Erwan qui sera sur l'eau, il les découvrira à son arrivée, mais en lui disant c'était sympa d'avoir les 3 derniers jours. J'ai mes 3 petites dernières questions de la fin, vu que le temps file et qu'on est en train de remballer autour de nous. C'est assez marrant. Les 3 dernières questions de la fin. La première, c'est de savoir si tu pouvais être une petite souris et de glisser un conseil à ton toi-même de 18 ans qui va faire ce premier projet Un jour un bateau, je crois que tu m'as dit. Une école un bateau, ouais. Une école un bateau, pardon. Et que tu pouvais te glisser un petit mot à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire ? Vas-y, fonce, quoi. Fonce, ouais. Fais ce que t'aimes et n'hésite pas, quoi. Et lâche rien. Bon, ouais. Ok, trop bien. Et on sent que t'es épanoui, donc la réponse elle est alignée. L'avant-dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un livre ou un film que si tu en avais les moyens, tu l'offrirais à tout le monde pour qu'on soit un peu plus heureux, un peu plus performant ou qu'on vive mieux. Qu'est-ce que tu aurais envie de recommander à la Terre entière, de lire ou de voir? Il y a un livre qui m'a fait beaucoup avancer. C'est un livre de Pépin, c'est sur l'échec. Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Exactement. Voilà. Okay. Voilà. Génial. Alors c'est arrivé très tard. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de
beaucoup de lecture mais en tous les cas ça m'a fait beaucoup avancer moi en tant qu'humain et en tant qu'homme et en tant qu'individu et voilà, et je pense qu'il faut voilà, en tous les cas voilà, c'est le premier livre qui me vient à l'esprit. Ouais, super bouquin, bien écrit, court, concis, avec beaucoup d'exemples d'athlètes, d'entrepreneurs. Ouais, exactement. Très variés, des chercheurs aussi, des scientifiques. Et je pense qu'on a une autre interprétation de l'échec. Bien sûr. Voilà, donc ça fait avancer en tout cas. Exactement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, comme disent certains. Et la toute dernière question, comme je te le disais, ça pourrait être effectivement un passage de bar, mais c'est plutôt un passage de micro. Et c'est de savoir quel est le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format comme ça où on peut parler un peu de prépa mentale, de performance, raconter un peu son histoire. Quelle histoire inspirante tu me recommandes ? Eh ben écoute, je vais te recommander, alors je sais pas, ça va peut-être t'étonner, mais je vais te recommander Clarisse. Écoute, j'ai eu la chance de pouvoir être sa doublure sur son dernier Vendée. Donc j'ai un peu, je l'ai un peu accompagnée aussi en prépa et écoute, ouais, et là elle va mettre au monde un enfant et avec Tanguy, enfin voilà, le Turquet et ouais, va la voir, ouais. Parce que je pense, voilà, je pense qu'elle a des belles histoires à raconter et puis voilà, je pense que ça fait du bien aussi un peu de fraîcheur. Je pense qu'on manque vraiment cruellement de femmes dans notre métier et elle fait partie des gens iconiques qui vont faire rêver des jeunes filles et qui vont permettre aux jeunes filles de venir faire du bateau. Clairement, elle le fait déjà super bien avec son super contenu. Sache qu'elle est passée sur le podcast, mais au tout début. Et on était à distance, on s'est même pas vu en vrai, tu vois. Et à l'époque, mon outil permettait même pas de se voir en visio. Donc, écoute, c'est une très bonne proposition pour un petit comeback et que je puisse la rencontrer en vrai. Je pense que je vais la laisser tranquille en ce moment parce qu'elle elle a plein de choses à faire, mais en tout cas, c'est une très bonne reco et j'irai la voir de ta part chaleureusement. Je pense qu'encore, elle a un peu de temps. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est peut-être le bon moment en fait. Allez, bah écoute, merci. En tout cas, merci infiniment, Erwan. J'espère que tu as passé un bon moment. Je te lâche, on est à 55 minutes, on est tenu dans les temps. J'ai passé un bon moment. Merci à toi. Très cool. Ça amène un peu de fraîcheur, de changer les questions, d'avoir des questions un peu pertinentes et donc voilà, c'est frais. Et merci à tous tes auditeurs. Eh ben écoute, merci à toi et puis je te dis bon vent. Ça marche. Comme on dit chez vous. Salut. Salut.